Bonjour tout le monde. Cette réunion spécifique, qui n'est pas un conseil municipal, pour recevoir le retour d'infos de Odyssée, de Solène Durand, donc ici présente. Solène, qui est le chef de projet pour le compte d'Odyssée, Odyssée étant le bureau d'études qu'on a sélectionné pour mener à bien, le PLU. Et donc, il va nous faire un premier compte-rendu sur la situation du PLU historique et la consommation foncière, entre autres. Je vais peut-être laisser Céline compléter avant de passer la parole à Solène. Oui, l'idée, c'est d'avoir un état de la consommation foncière du PLU passé, en fait, sachant que la consommation foncière, il y a un gros sujet sur le futur PLU. Puisqu'en fait, ça nous donne ce à quoi on va avoir le droit en termes de consommation foncière pour le futur PLU, eu égard notamment à des évolutions législatives récentes, et notamment la loi climat et résilience qui est sortie cet été et qui, du coup, aussi amène de nouveaux objectifs en termes de consommation foncière. Du coup, Solène, je vais vous laisser prendre la main pour la présentation. Merci. Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez tous bien ? Donc en effet, le sujet de la réunion d'aujourd'hui, c'est la consommation foncière. On va le voir en 3 points. Le premier, ça va être le bilan du PLU. Donc votre PLU actuel, quelles sont les zones, et notamment un petit zoom sur les zones à urbaniser. On regardera ensuite la consommation foncière passée. Et puis, on se posera la question de comment aller vers un urbanisme plus durable. Donc au niveau du bilan du PLU, ce qu'il faut savoir, c'est que sur votre territoire, vous êtes une commune nouvelle qui a regroupé 2 communes, donc vous avez 2 documents d'urbanisme qui sont distincts et indépendants. Ils ont tous les 2 été approuvés en 2007 et ils ont fait l'évolution de plusieurs procédures qui ont permis de les faire évoluer. Ces procédures d'évolution, elles sont assez courantes dans les PLU. On réalise un PLU, puis ensuite on fait des adaptations en fonction de l'évolution du territoire, en fonction des besoins du territoire. Quand on regarde les grandes zones qui existent sur les PLU, il y a 4 grandes zones, les zones urbaines, les zones agricoles, les zones naturelles, et puis une 4e type de zone qui sont les zones à urbaniser. Les zones urbaines, elles couvrent 6% de votre commune, à peu près plus de 1000 hectares. Et dans ces zones urbaines, on va retrouver des sous-secteurs, donc un secteur pour le tissu urbain ancien, un secteur plutôt pour le tissu pavillonnaire. On a aussi des secteurs pour les villages ou les hameaux, un secteur qui va être plus pour la vocation d'équipement, un autre secteur pour la vocation économique, et puis un secteur à vocation de loisirs. Donc on voit que dans la zone urbaine, on fait des sous-secteurs pour adapter les règles aux différents quartiers qui composent votre commune. Et puis ensuite, vous avez les zones agricoles et les zones naturelles qui correspondent à l'essentiel même de votre territoire, puisque vous voyez que vous avez 47% de votre territoire qui est en zone agricole et 45% qui est en zone naturelle. Les zones naturelles, ça va correspondre au secteur naturel protégé. Et puis vous avez aussi quelques sous-secteurs qui vont correspondre à des équipements qui sont isolés en campagne. Donc ça peut être par exemple une station d'épuration qui est isolée en campagne. Ça reste des choses assez marginales. Excusez-moi, je suis désolé. La commune ne fait pas 18 000 hectares. Si vous faites 8 570 hectares zone agricole, plus 8 306 zones naturelles, plus 1 072 hectares zone urbaine, je crois qu'il y a un sous-total zone agricole et zone naturelle, mais c'est pas là, parce que la commune de Saint-Mêmes est de mémoire 1800 et quelques hectares. Celle de Machecou doit faire 8000 et quelques hectares. C'est ça ? Ouais, je pense qu'il faudra juste vérifier les choses. Il reste encore un dernier type de zone. Là, on a vu les zones urbaines, les zones agricoles, les zones naturelles. Et vous avez aussi les zones à urbaniser. Donc, ça va correspondre au pourcentage manquant. Donc, les zones à urbaniser, vous avez 2 types de zones, les zones 2AU et les zones 1AU. Je vais commencer par les zones 2AU. Les zones 2AU, donc à urbaniser, et 2, ça signifie qu'elles sont fermées à l'urbanisation.
Fermer l'urbanisation, cela veut dire que pour les ouvrir à l'urbanisation, il faut faire une évolution de votre PLU, une procédure de modification. Cependant, pour limiter l'ouverture de ces zones à urbaniser, la loi elle est devenue encadrer plus strictement ces ouvertures d'urbanisation. Aujourd'hui, si vous voulez ouvrir une zone 2AU, il faut que cette zone elle ait moins de 6 ans et ou que cette zone ait fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la collectivité. Si on regarde aujourd'hui le PLU de Machecoul et de Saint-Même, les deux PLU datent de 2007, donc les zones 2AU ont plus de 6 ans. Donc ce sont des zones qui ne peuvent plus être ouvertes à l'urbanisation. C'est des zones qui sont, on pourrait dire, retournées en zone agricole ou en zone naturelle. Elles représentaient 365 hectares, donc c'est quand même un volume assez important. Alors, je vérifierai du coup les chiffres précis. Dans tous les cas, les chiffres que je vous présente ici, c'est plus pour voir les volumes. Hein. La précision n'est pas forcément nécessaire. Et la dernière partie, c'est les zones A urbanisées, les zones 1AU. Donc, elles sont dites ouvertes à l'urbanisation. C'est-à-dire que vous pouvez tout de suite bâtir sur ces zones à urbaniser. Elles représentent une centaine d'hectares sur votre commune. Et si on regarde comment elles ont été urbanisées, donc ces zones à urbaniser qui ont été définies en 2007, si on regarde les zones à urbaniser à vocation d'habitat, à vocation résidentielle, elles ont presque toutes été ouvertes à l'urbanisation, excepté une zone qui est légèrement excentrée du bourg, qui est au niveau de la zone de la Chapelle des Dons, qui était une zone très importante, mais qui était aussi excentrée. Donc ça montre aussi le dynamisme que vous avez sur votre commune, puisque quasiment toutes vos zones à urbaniser à vocation d'habitat ont été ouvertes à l'urbanisation. Si on regarde maintenant les zones à urbaniser à vocation économique, il y a une zone qui a été aménagée sur la commune déléguée de Saint-Même-le-Tenu, et qui est une zone qui est en cours de commercialisation. Il reste encore des lots libres sur cette zone artisanale qui a été aménagée. Sur la commune déléguée de Machecoul, pour le volet économie, là, je ne parle plus d'habitat mais bien du volet économie, les zones à urbaniser ne sont à vocation que de services et de commerce. Il n'y a pas de zones d'extension urbaine qui sont à vocation économique pour de l'industrie. Cependant, quand on regarde la définition des zones urbaines sur la commune déléguée de Machecoul, on voit que la définition de ces zones urbaines elle est assez lâche. Vous pouvez voir le trait rouge. Les traits rouges correspondent à la limite de la zone urbaine. Et quand on regarde l'intérieur de cette zone urbaine, on voit qu'il y a des secteurs qui sont en extension de l'urbanisation, comme par exemple ici ou ici. Donc il n'y a pas eu de zone à urbaniser dans le PLU de Machecoul. Par contre, la définition des zones urbaines permettait des extensions de fait. Maintenant qu'on voit comment était régie la consommation des sols dans le passé, dans les PLU actuels, on va regarder la consommation foncière passée. Et je voulais d'abord vous expliquer quels sont les enjeux de la consommation foncière. Donc, il faut savoir que c'est devenu un véritable enjeu en termes d'urbanisme. La législation sur ce sujet-là, elle est croissante, puisque chaque année, on perd environ 20 000 hectares d'espace bâti en France. Essentiellement pour de l'habitat, puis viennent ensuite les réseaux routiers, et enfin les services et loisirs et le foncier économique. Les raisons de la consommation foncière, on pourrait penser que c'est une augmentation de la population, mais quand on regarde l'augmentation de la population et l'artificialisation des sols, on voit que l'artificialisation des sols va beaucoup plus vite que l'augmentation de la population. Je vais vous montrer maintenant deux vidéos qui partent des années 1960. Alors, je vais commencer par la commune
Donc ça, ce sont des vidéos qui ont été réalisées sur le territoire donc de Saint-Même-le-Tenu. Vous aurez la vidéo ensuite pour le territoire de Machecoul. Vous voyez en haut ici les années qui défilent. On est en 1940 ici. Chaque point rouge correspond à une parcelle bâtie. Donc jusque dans les années 70, il y a une faible évolution. Et à partir des années 70, c'est très rapide. Je vais vous montrer la même. Donc là, c'est pour la commune déléguée de Saint-Même-le-Tenu. Il y a un problème technique. Non, c'est qu'on veut les mails de loi. Ah oui. Je quitte. Oui, oui, quittez. Ça va, il y a que des trucs professionnels. Et ici, vous allez avoir la vidéo. Alors, attendez, ici, vous avez la vidéo pour Machecoul. Alors, Machecoul, comme on est sur un territoire plus urbain, vous allez voir que la vidéo est encore plus impressionnante. Donc là, on est dans les années 30. Hein. Vous voyez que peu d'évolution. Et à partir des années 70, c'est très rapide. Excusez-moi, est-ce qu'on peut revenir, on peut la remettre, celle-là, parce que c'est vachement intéressant, je trouve. Bah, la population de Machecoul n'a pas augmenté tant que ça, je crois. Hein. Pas tant que ça, non, 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 non. Oui, en effet, c'est pas forcément l'augmentation de la population qui explique cette urbanisation très forte, c'est avant tout la façon dont on va urbaniser. Avant, on était sur des bourgs qui étaient très resserrés. À partir des années 70, on va construire ce qu'on appelle du pavillon, du lotissement, qui est beaucoup plus consommateur d'espace. Il y a donc les lotissements que vous avez reconnus en périphérie du bourg. Vous avez aussi la zone d'activité qui s'est urbanisée, que vous voyez ici. Cette vidéo, elle est très parlante et elle montre, quand on parle de consommation foncière, en fait, c'est ça que le mot consommation foncière cache derrière. Donc, la vidéo que je vous ai présentée, vous pourrez la retrouver sur Internet. Hein, c'est pas Odyssée qui a produit cette vidéo, c'est le CEREMA qui l'a produit d'ailleurs pour toutes les communes des Pays de la Loire. Donc, vous pouvez aussi regarder pour le département, pour la ville de Nantes, si ça vous intéresse. Ensuite, nous, ce qu'on a fait, c'est de regarder précisément les 10 dernières années, ce que vous avez réellement consommé. Pour ça, on a fait une étude par rapport aux vues aériennes. Donc, on a pris une vue aérienne des années de 2012 et on a pris une vue aérienne des années 2020 et on a comparé les deux. Et à chaque fois qu'il y avait un nouveau bâtiment qui apparaissait, on a pris la parcelle et on l'a considéré comme bâti. Donc, volontairement, on va parler de surface bâtie. Nous, c'est ce qu'on regarde. Là, il y a eu un nouveau bâtiment, c'est une surface bâtie. Et on va faire la distinction entre les surfaces bâties qui ont été faites en extension de la partie urbanisée et les surfaces bâties qui ont été faites en densification. Ce qui est en extension de la partie urbanisée, les surfaces bâties en extension, on va appeler ça la consommation foncière. Si on regarde sur le territoire de Machecoul-Saint-Même, entre 2012 et 2020, alors j'ai envie de dire 2021, parce que j'ai pris aussi en compte le tout récent lotissement qui est sur la commune déléguée de Saint-Même-le-Tenu. On a consommé 15 hectares pour l'activité économique et pour les équipements, et pour l'habitat, donc en extension de l'urbanisation. Pardon. Juste une question.
surface bâtie, c'est-à-dire qu'on parle bien de... Vous pouvez laisser on parle bien de la surface bâtie à proprement parler et pas de la surface de la parcelle sur laquelle on a bâti. Là, on va parler de la surface de la parcelle et aussi des voiries qui vont desservir cette parcelle si vous créez de la voirie. D'accord. Mais alors en densification, puisque c'est déjà des parcelles où il y a déjà du bâti, comment est-ce qu'on le mesure? Eh bien, en fait, on va reprendre, si par exemple vous avez une découpe d'une parcelle en fond de jardin, on va prendre la nouvelle parcelle de l'habitation. D'accord. Ok. Et c'est là-dedans, ça sera... En fait, on n'a pas compté en nombre de logements, on a compté en nombre d'hectares. Donc, si sur une parcelle de 5000 m², vous faites une maison, on compte 5000 m². Si vous faites un immeuble de 20 logements, on comptera quand même 5000 m². C'est en hectares. Et en effet, la remarque que vous faites, elle est tout à fait juste. Comme dans le tissu urbain, on est déjà sur des espaces qui sont déjà urbanisés, on est dans la partie urbanisée. C'est pour ça qu'on fait la différence entre la surface bâtie en densification et les surfaces bâties en extension urbaine. Et est-ce qu'on peut ramener ça au nombre d'habitants pour voir quelle est notre performance, j'allais dire, en matière de densification? Alors, j'ai pas fait le calcul par rapport au nombre d'habitants, mais en effet, ça serait intéressant. Ici, vous avez le détail des chiffres. Donc, il y a eu de la consommation foncière pour de l'économie, en extension et en densification. Le monde agricole aussi a bâti des surfaces, donc avec la construction de bâtiments agricoles. Au niveau des équipements, vous avez aussi des surfaces qui ont été bâties. ENR, alors je m'excuse pour l'abréviation, ça signifie énergie renouvelable. C'est pour un parc solaire qui a été construit. Donc... C'était déjà artificialisé. C'était un centre d'enfouissement. Pardon. C'est sur l'ancien centre d'enfouissement. Ah, d'accord, très bien. Donc, ce n'est pas de la consommation foncière pour moi. On ne pouvait rien faire d'autre, de toute façon. C'était... Et puis sur l'habitat, vous avez aussi de la surface bâtie en extension urbaine et en densification. Ça veut dire que l'essentiel de la consommation foncière sur la période, il est sur l'agriculture, 14 hectares, puis 12 hectares d'habitat et 5 hectares en économie. Oui. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Alors après, sur l'agriculture, c'est exactement ça. Non. C'est les bâtiments agricoles. C'est les serres. Pour moi, c'est les serres, non? Il y a aussi la mise aux normes des bâtiments agricoles qui passaient par là. D'accord. Les gens avaient des anciens bâtiments et ils en ont profité pour en reconstruire des nouveaux. Oui. Et se mettre aux normes. C'est vrai que c'est des surfaces qu'on a fait. Donc là, pardon, je continue, mais je pense qu'il faut que ce soit interactif. Donc là, il y a 50 hectares de consommation foncière en tout. Mais sur les 50 hectares, il faut enlever ce qu'est la densification, parce que la densification, on ne peut pas s'en plaindre, j'allais dire, c'est plutôt ce qu'on cherche. Donc il reste 4,42 en extension urbaine pour l'économie, 0,62 en équipement et 11,6 en habitat. C'est exactement ça. Et en agriculture, il n'y a pas de densification. Non, c'est pas précisé. Oui, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, en agriculture, les agriculteurs ils vont forcément bâtir en dehors du tissu urbain. Ah oui, évidemment. Ils vont être à l'extérieur du Donc c'est bourg. de la consommation foncière stricte. C'est d'extension. Alors, ça peut être considéré... L'agriculture, c'est un sujet un peu à part, ce sujet-là, parce qu'il y a aussi une définition de la consommation foncière qui présente la consommation foncière comme une évolution d'un espace A vers un nouveau usage, un espace B. Donc ici, l'extension de l'habitat, c'est 11,6 hectares qui ont été pris à des espaces naturels ou agricoles qui sont devenus des espaces urbains. Oui. Sur l'agriculture, les 14 hectares, c'était déjà des surfaces qui étaient dédiées à l'activité agricole, qui sont bâties, mais qui restent dédiées à l'activité agricole. Donc ce qui va plutôt parler en consommation foncière, c'est l'économie, c'est ce que je vous ai mis en orange et en gras, l'économie, l'équipement et l'habitat. D'accord, ok. 11,6 et 5, 16,6 hectares. D'accord. Ici, je vous ai mis les cartographies pour voir ce qui a été bâti réellement sur les chiffres que je vous ai présentés. Là, vous avez la cartographie.
Donc vous voyez qu'on a des constructions isolées pour l'activité agricole. On a quelques opérations de densification qui ont été réalisées pour de l'habitat. C'est les hachures que vous avez bleues ici. Alors pardon, mais moi je m'y retrouve pas là. On est où là? Alors ici, si je me... Oui, là vous avez quart de... Ah d'accord, ok, c'est la route de Chaland. Ok, pardon, je n'avais pas vu l'encadré. Oui, Ici, là, on est au niveau du bourg, donc on va avoir des opérations de densification en violet pour de l'économie. d'accord. Ici, une extension pour de l'économie. Lotissement récent en extension de l'urbanisation. D'accord. Et puis, on retrouve les quelques opérations de densification D'accord. ici. Ok. Et même aussi, vous voyez, à l'intérieur de votre bourg, à ce niveau-là. Même chose de l'autre côté. Ici, on voit les serres qui sont très consommatrices de surface bâtie. Alors, ces serres-là c'est des serres brillantes, ça? Non. Pour les serres, on a pris en compte que les serres, entre guillemets, pérennes. Tout ce qui était bâche en plastique n'a pas été compté comme Ah oui? consommation. Les gaps ne sont pas considérés. Non, Les serres en verre? oui. Donc les chapelles, parce que les chapelles en plastique, c'est beaucoup plus que ça, je pense. Ah oui, bien sûr, oui. D'accord, mais c'est pas considéré comme du pérenne. Voilà. Ok. Donc vous voyez ici l'opération récente sur le bourg de Saint-Même-le-Tenu. Lotissement baigné, ouais. Ici, les quelques opérations qui ont été faites au niveau de la zone d'activité qui a été aménagée. Et puis, on retrouve aussi quelques opérations de densification dans les hameaux. Le jaune, c'est oui, ça va être métatrail, oui. Ouais. On est tout au nord Ouais. de la commune. La tête du canard. Donc là, on a les 6 pièces en bas. La centrale photovoltaïque. Hein. Je reviens sur les zones agricoles artificialisées. Prends le micro aussi. Oui, je reviens sur les zones agricoles artificialisées. Du coup, c'est vraiment les serres qui ont fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme ou... Oui. C'est les serres qui sont pérennes. Oui, c'est ça. Donc ce critère-là, c'est celles qui sont déclarées. Exactement. Telles. Okay. Mais si c'est sur base de photos aériennes, même si c'est pas déclaré, ça doit se voir théoriquement. Ouais. Alors oui, ça se voit, mais on fait la différence vraiment entre ce qui est... On fait la différence entre ce qui va rester, ce qui est pérenne, les cathédrales, et ce qui ne va pas être pérenne, qui correspondent... Donc les cathédrales, c'est du verre et les chapelles, c'est du plastique. C'est comme ça. Oui. On appelle ça des gaps, mais les grands abris plastiques. Ah oui, d'accord. Ouais. Enfin, dans le milieu maraîcher, ils disaient gap, non, c'est ça Grands abris de production. Ou grands abris de production. Ah, d'accord. Ok. Ok. Donc ici, pour le détail, donc au niveau des zones d'activité économique, donc ça a été essentiellement localisé sur le secteur de la Seiglerie et sur la zone artisanale des Agents à Saint-Même-le-Tenu. Pour la vocation d'habitat, donc on a presque 17 hectares qui ont été bâtis, dont 5 hectares en densification. C'est essentiellement localisé au niveau des centralités urbaines, notamment parce que vous avez construit des lotissements au niveau des centralités urbaines, mais on a quelques hameaux où on a eu des constructions neuves. Alors typiquement, pardon, deuxième paragraphe, en dehors des bourgs, seuls les hameaux du Petit Bois du Baril, du Moulin-Neuf et du Treil ont accueilli de nouveaux logements. Ça veut dire que pour vous, c'est de la densification, ça? Oui, alors certains, ça pouvait être, dans les hameaux, ça pouvait être aussi en extension urbaine.
Parce que parfois, vous aviez des délimitations de hameaux qui étaient assez souples Oui. et qui faisaient que la maison s'implantait derrière la dernière maison du D'accord. hameau. Donc il y a les deux. Ok. Il y a les deux. Et ça reste, par rapport à ce que vous avez produit au niveau des centres-bourgs, assez marginal ce qui a été fait dans les hameaux, parce que c'était vraiment des opérations au coup par coup. T'es pas d'accord, Jean? Vas-y, mets ton micro. C'est vrai qu'on n'a pas vu la cantinière. Oui, je suis surpris de ne pas y voir la cantinière. Mais... On peut... Parce que depuis 10 ans, il y a eu quelques maisons neuves. Ah oui, c'est fait des... Enfin, je sais que le temps passe vite, mais je les vois. Faire un peu de marche Pour arrière. moi, ces maisons-là sont inférieures à... Non? Alors la cantinière, non, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Ah, c'est à droite. Non, bah non, c'est pas là non plus. C'est plutôt à... Voilà. La cantinière, la cantinière, c'est tout en haut là, c'est ça la cantinière, oui. Là, on est sur la période, vous dites 2000... À partir de 2012. Bon, c'est sûr qu'il s'est fait des maisons entre 2012 et 2020. Hein. Bon. Oui, je vérifierai D'accord. sur la cantinière. Donc les équipements étaient sur le bourg de Saint-Même-le-Tenu et puis je vous ai aussi mis le parc photovoltaïque. Donc si je comprends bien, qui était sur un centre d'enfouissement des déchets. Donc, à retirer probablement de la... Alors, tactiquement, on peut peut-être le laisser dans l'artificialisation puisque le prochain seuil sera en fonction de la consommation passée. Donc, on va peut-être faire un mensonge. On va peut-être faire un mensonge vertueux là-dessus. Bah, par contre, on a enregistré, là, c'est embêtant. Non, mais c'est un vrai sujet. Oui, alors en fait, on va comparer ce qui est comparable et les parcs photovoltaïques, d'ailleurs c'est très récent, c'est la loi. C'est pour ça que là je parle, je vais reprendre depuis le début parce que les mots qu'on utilise, c'est vrai qu'ils sont très importants. Le parc photovoltaïque, il a engendré de la surface bâtie, mais selon la loi climat et résilience, ce n'est pas compté comme de l'artificialisation, parce que les parcs photovoltaïques sont censés remettre en état les sites sur lesquels ils s'implantent. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise, et que j'ai bien pour l'instant parlé de surface bâtie. Et après, tout ce qui va être en extension urbaine pour l'habitat, l'économie et l'équipement, ces trois destinations-là, on va parler de consommation foncière. Et pour l'agriculture et pour les ENR, on ne va pas forcément parler de consommation foncière. L'agriculture, je vous l'ai expliqué, c'est parce qu'il n'y a pas de changement d'usage du sol. Et les ENR, c'est parce que les porteurs de projets ENR ont l'obligation de remettre en état les sites. Ça va être exactement pareil pour les carrières. Lorsqu'on construit une carrière, ce n'est pas considéré comme de l'artificialisation des sols, même si on va profondément modifier la physionomie des sols, parce que les carriers doivent remettre en état les sites après exploitation. Et du coup, je vous ai fait une petite diapo pour mettre les choses un peu en clair. La consommation foncière, c'est différent de l'artificialisation des sols, qui est elle-même différente de l'imperméabilisation. Donc c'est important, hein, c'est vraiment des définitions qui vont être super importantes pour notre prochain PLU, donc il faut vraiment qu'on comprenne bien ce qu'il y a derrière. Et est-ce que c'est bien défini aujourd'hui? Parce que je croyais qu'il y avait des discussions encore au niveau de l'Assemblée nationale pour les définitions. Il y a encore en effet des discussions aujourd'hui. D'accord, ok, donc on n'a pas encore la certitude de... Voilà, là c'est ce que j'allais vous dire, c'est que ce que je vous présente, c'est encore pas mal d'incertitudes. D'accord, pardon. La consommation foncière, la définition que je vous ai donnée, c'est notre définition à nous et bureau d'études qu'on applique sur nos PLU et qui sont partagées pour l'instant avec l'ensemble des DTT avec lesquels on travaille. Mais il n'y a pas de définition stricte dans le Code de l'urbanisme de qu'est-ce que la consommation foncière. Le Code de l'urbanisme, par contre, a défini l'artificialisation des sols, et cette définition, elle est très récente, puisqu'elle date de fin août 2021, donc elle a quelques mois. Elle est issue de la loi climat et résilience. Donc l'artificialisation est définie comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que son potentiel agronomique par son usage, par son occupation ou son usage. Vous voyez que c'est une définition qui reste relativement vague et qui doit être complétée par des décrets en Conseil d'État qui doivent venir prochainement.
On n'a pas encore de date sur la publication de ces décrets en Conseil d'État. Pour illustrer, je construis une maison dans un lotissement. La surface artificialisée, c'est la surface de la maison, plus éventuellement les abords, le cheminement goudronné pour aller au garage, des trucs comme ça. Mais ça, c'est une bonne question sur l'artificialisation. Est-ce que... Ah oui, c'est pas la même chose. Oui. Quand on construit en lotissement, en fait, c'est l'ensemble de la parcelle qui n'est plus affectée à l'agriculture ou à la nature. Et du coup, pour moi, l'artificialisation, c'est l'ensemble de la parcelle. Alors que l'imperméabilisation va être ce qui est en dur, quoi. Si on s'en tient altération durable des fonctions écologiques, biologiques, hydriques, climatiques, le jardin de mon lotissement, ça va, quoi. Mais ainsi que son potentiel agronomique par son D'accord. occupation. Si son je usage. fais pousser des tomates, non, ça, bon, d'accord, ok. Et en fait, il faut comprendre que la consommation foncière, c'est comment les sols, enfin comment l'espace va changer d'usage. On transforme un hectare de terre agricole pour y mettre 20 ou 30 maisons. C'est de la consommation foncière. Le sol a changé d'usage, l'espace a changé d'usage. Ça a des impacts sur la biologie, sur l'eau pluviale, sur le potentiel agronomique, mais ça a aussi des impacts en termes de paysage, en termes de mobilité. Donc on sort pas uniquement de la question du sol, on sort aussi de la cohésion et de la cohérence urbaine sur votre commune. Consommation foncière, c'est plus à une échelle large, à l'échelle de votre commune. Et puis l'imperméabilisation, ça va plus être là à l'échelle du projet. Je crée un lotissement, je reprends mon exemple des 1 hectare qui sont transformés en lotissement. Et bien là, je peux par contre dire, mais dans ces 1 hectare-là, on va permettre que 50% qui soient imperméabilisés. Et du coup, le porteur de projet il va peut-être faire ses routes 100% imperméabilisées, mais ses places de stationnement, il va devoir les gérer d'une manière différente pour ne pas créer des places de stationnement imperméables. Donc la notion d'imperméabilisation, elle doit rester à l'échelle fine du projet, de l'îlot, d'un quartier. Elle ne se considère pas à l'échelle de la commune. À l'échelle de la commune, on va plutôt parler de consommation d'espace. Et au niveau du PLU, vous pouvez réglementer l'imperméabilisation, fixer des taux d'imperméabilisation. Vous pouvez dire, voilà, sur ces quartiers-là, il ne faudra pas dépasser tant de pourcentage d'imperméabilisation. Et le particulier qui veut goudronner entièrement autour de chez lui, est-ce qu'il y aura possibilité de dire, bah non, c'est pas possible? Ça, c'est une très bonne question, parce qu'en effet, pour ce qu'on veut goudronner devant sa maison, on n'est pas obligé de demander une autorisation d'urbanisme. Mais ce n'est pas parce que vous ne devez pas demander d'autorisation d'urbanisme que vous n'êtes pas soumis au PLU. C'est-à-dire que même si vous faites des aménagements qui ne nécessitent pas une autorisation d'urbanisme, vous devez quand même respecter le PLU. Est-ce que ça signifie qu'au sein du PLU, on peut réglementer sur le bitumage des parcelles individuelles? Oui, oui, oui. Oui, on peut le faire, oui, tout à fait. Après, je pense que ça passera par beaucoup de communication, en fait, parce que effectivement, on sortira des autorisations d'urbanisme et peut-être aussi un peu de contrôle, parce qu'aujourd'hui, c'est que dans un forcément PLU, fait. ce qui n'est pas écrit, hein, c'est autorisé. Hein, ce qui n'est pas... Voilà. En clair, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui goudronnent leur jardin et qu'on ne peut rien leur dire, même si on le regrette. Et que le prochain PLU devra nous permettre d'abord de les alerter sur le fait que ça n'est pas autorisé et ensuite éventuellement que la police de l'urbanisme, si demain on est capable de s'équiper d'une police de l'urbanisme, soit capable de dire écoutez, non, ça vous n'avez pas le droit de le faire, vous ne le faites pas. C'est un peu le but. Ouais. Beaucoup, quand ils enrobent leur jardin, ils font le domaine public en même temps, de la route à chez eux, sans demander aucune autorisation, c'est systématique, ils enrobent le domaine public. Du coup, je vais laisser un peu le sujet de l'imperméabilisation de côté, parce que vous voyez que c'est à une échelle assez fine du projet et qui se verra un peu plus tard dans le PLU lorsqu'on travaillera soit sur des quartiers où on va travailler sur des orientations d'aménagement et de programmation ou lorsqu'on travaillera sur le règlement. Et je vais revenir plutôt à l'idée de la consommation foncière.
donc, qui est aujourd'hui de plus en plus limitée par le Code de l'urbanisme. Et cette limitation, elle s'explique tout simplement par rapport aux vidéos que je vous ai montrées tout à l'heure. On voit que ça a été très très rapide depuis les années 70. Et vous imaginez que si on continue sur ce rythme pour les 50 prochaines années, ça ne sera pas durable. Donc, quels sont les effets de l'étalement urbain ou de la consommation foncière? Cette idée que l'espace urbain gagne sur les terres agricoles et sur les terres naturelles. On a une perte des terres agricoles. On a aussi un déclin de la biodiversité. La biodiversité, il y a plusieurs causes à son effondrement, mais la destruction d'habitats, c'est une des causes de la perte de la biodiversité. Alors c'est vrai que souvent, quand on parle de déclin de la biodiversité, on pense aux tigres, aux éléphants, etc. Mais c'est aussi chez nous des espèces qui disparaissent. On a 80% des insectes qui ont disparu, donc c'est quand même assez important. On a aussi une modification de l'écoulement des eaux pluviales. Donc on a aussi une gestion de l'eau pluviale qui est plus complexe. Une dépense aussi des collectivités pour gérer cette eau pluviale, mais aussi étalement urbain, ça signifie extension des réseaux et du coup entretien aussi de ces réseaux-là. Vous allez un peu vite, attendez, il faut qu'on ait le temps de lire. Ok, pardon. Ce sujet-là est un sujet particulièrement prégnant sur la commune. On est sur un point bas et la problématique de gestion d'eau et de risque d'inondation, il est très très présent. Et puis les derniers points aussi, c'était l'atteinte à la qualité des paysages. Je vous ai mis ici un extrait de Télérama qui avait fait un article un peu tape à l'œil qui s'appelait « Comment la France est devenue moche ». Et c'est vrai que l'étalement urbain, ça se passe aussi par des formes urbaines qui sont assez standardisées, des centres commerciaux, des lotissements qui tendent à se ressembler. Et ça, c'est notamment produit par l'étalement urbain. Pour ceux qui l'ont raté, la conférence de Valérie Joussaume sur le sujet était assez intéressante. Et puis le dernier point aussi, c'est des questions de mobilité et plus généralement de cohésion sociale. L'étalement urbain, ça conduit aussi à ce que les populations elles s'éloignent des services et des commerces, ce qui peut poser des problèmes en termes de mobilité. Et puis aussi en termes d'isolement, parce que vous pouvez avoir des populations, des ménages qui ont des revenus faibles, qui vont s'installer plus loin des agglomérations pour avoir un foncier moins cher, mais qui après se retrouvent avec des coûts de déplacement qui peuvent être importants. Si vous permettez, on est d'accord, mais un des effets, un des risques du zéro artificialisation, c'est qu'on constate déjà, c'est l'augmentation du coût du logement. Et donc, ça va au contraire accélérer le mouvement des populations les plus en difficulté vers des zones plus éloignées. Donc, ça va plutôt aggraver la situation. Et c'est, à mon avis, un des paradoxes qu'on va avoir, c'est qu'effectivement, il ne faut pas artificialiser, mais la pression démographique est forte. Moralité, la demande est supérieure à l'offre, les prix montent, et les gens les plus en difficulté financièrement sont obligés de partir loin. Et en général, c'est ceux qui bossent, donc c'est ceux qui vont tous les jours prendre leur voiture pour venir travailler. Et là, il y a une vraie mécanique infernale, je trouve. Alors, je ne sais pas comment on sortira de ça, mais en tout cas, il y a un cercle vicieux qui, je pense, est dangereux, quoi. Oui, tout à fait. En effet, on observe même ce qu'on appelle des seuils. Donc, c'est-à-dire que là où vous avez des territoires qui ont été très vertueux pour limiter la consommation d'espace, on franchit la limite administrative, on passe sur un autre PLU ou sur un autre SCOT. Et là, on va voir des nouvelles opérations de logement qui sont moins vertueuses que les documents d'urbanisme, sont plus permissifs. Et on va avoir aussi une population plus fragile qui va s'installer. Donc, en effet, on observe déjà ce type de mécanisme aujourd'hui dans des documents qui sont très vertueux et à l'inverse lorsqu'ils sont à proximité de documents qui sont moins vertueux. Alors, c'est un de nos problèmes, puisqu'on a une forte, on a beaucoup d'emplois, de plus en plus d'emplois sur la commune. Et donc, effectivement, dans les entreprises machecolaises, les gens ils habitent à 10, 15, 20 km. Et comme il n'y a pas de transport en commun, ils viennent tous en voiture. Et maintenant, on est sur une crise du parking, ce qui est une autre illustration du problème. Après, c'est un peu le but de la loi climat et résilience aussi, c'est que tout le monde soit sur le même objectif.
de zéro artificialisation nette, y compris les territoires les plus ruraux. Et après, c'est tout l'intérêt des PLUI aussi, c'est un peu le sens des choses, c'est-à-dire sur un territoire, si on a une commune vertueuse et puis qu'à côté, l'autre permet de l'extension urbaine et que tout le monde va s'y installer, on n'a rien gagné, quoi. Donc c'est vrai que l'approche territoire, elle est importante. Et en ce sens, je pense que la révision du SCOT va être importante pour cadrer les choses au niveau de l'ensemble du pays de Ré. Oui, tout à fait. Juste, je pense que l'approche territoire est très importante en termes de mobilité aussi, parce qu'on n'empêchera pas une commune comme Machecoul d'être un centre avec une piscine, avec un cinéma, un lieu culturel, et donc se pose réellement en parallèle, enfin, en construction des élus, la problématique des mobilités. Il faut tenir compte de ça. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Après, c'était un peu le sens aussi, je pense, des petites villes de demain. C'est de dire aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de recentraliser les activités, l'habitat, etc., sur les villes moyennes où on a des services, etc., pour éviter effectivement ces phénomènes de mobilité. Et donc, c'est vrai que l'accent est mis sur ces villes moyennes, quoi. Ici, vous avez alors ce qu'on pourrait appeler une frise chronologique des évolutions législatives récentes qui ont marqué l'urbanisme. Je la trouve assez intéressante, notamment d'un point de vue du vocabulaire. Vous voyez qu'à partir des années 2000, on a commencé à se dire que l'étalement urbain, c'était pas très bon. On a fait une loi qui s'appelait loi de solidarité de renouvellement urbain. Donc on avait déjà cette idée de construire la ville sur la ville et d'arrêter de s'étaler. Ensuite, en 2000, d'ailleurs, vos PLU ont été faits en 2007, donc ils s'appliquaient sur cette loi SRU. 2009, il y a eu la loi Grenelle, donc, qui est venue aussi renforcer la lutte contre l'étalement urbain. En 2014, également, on a eu une loi, la loi Allure, pour un accès au logement et un urbanisme rénové. Ce qui veut aussi dire que vos PLU actuels, ceux qui s'appliquent sur votre territoire, ne prennent pas en compte les lois de 2009 et de 2014. Et puis la dernière loi donc, majeure, c'est la loi Climat et Résilience, qui a été publiée donc, le 22 août 2021. Et elle fixe des objectifs importants en termes de limitation de la consommation foncière, puisqu'elle demande à ce que le rythme d'artificialisation des sols qui a été observé entre 2011 et 2021 soit réduit de 50% sur la période 2021-2031. Et elle fixe, donc ça c'est là c'est l'objectif à 2031, et l'objectif final à 2050, c'est zéro artificialisation nette. Donc ça, c'est ce qui est aujourd'hui inscrit dans la loi. Comment ça se décline sur les territoires? Cette loi, elle a été donc faite à l'échelle nationale, et ensuite, elle a demandé au SRADET. Donc SRADET, c'est un document d'aménagement du territoire qui est produit par la région, de préciser cet objectif-là. Donc le SRADET, il a plusieurs choix. Soit il dit c'est 50% pour tout le monde, pour tous les SCOT, soit il demande soit il va peut-être territorialiser cet objectif de 50%. Par exemple, demander un effort important sur la ville du Mans, que la ville du Mans réduise de 70% sa consommation foncière, et puis des villes comme Clisson, ils ne devraient réduire leur consommation foncière que de 30%. On peut avoir comme ça une territorialisation. Ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être aussi les grosses agglomérations qui vont avoir plus de zones urbanisées et les petites agglomérations vont avoir moins de zones urbanisées. Ça, c'est des échanges qui se font à l'échelle régionale, au niveau de la région. Sur le SRADET Pays de la Loire, je ne sais plus trop où ils en sont. Ils n'ont pas pris position encore. Ils n'ont pas pris position encore. Ils n'ont pas pris de position encore. Ouais. Mais le fait territorialiser la réduction, ça demande un sacré courage politique. Oui. Je ne sais pas s'ils auront le courage de se confronter à ça. Mais effectivement, la question se pose de savoir parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les territoires qui ont été vertueux vont être plus pénalisés que ceux qui ne l'ont pas été. Ce qui est quand même un gros problème. Et puis après, c'est prendre en compte aussi la pression démographique. Est-ce qu'il y a la même? Oui, mais ça coûte cher. Et quand ça coûte cher, ça veut dire que ça devient inaccessible aux primo-accédants et aux petits salaires. Donc, en tout cas, quand on voit ça, on peut se dire qu'aujourd'hui, l'extension, l'artificialisation qu'il nous reste à faire, compte tenu du fort développement de l'emploi et de la carence de logement, c'est clair que là où on va faire d'extension, ça va être sur du logement, sur l'offre de logement, ce ne sera pas sur l'industriel ou sur l'économique, puisque aujourd'hui on a un décalage en faveur de l'économique et de l'industriel. Donc
Voilà, à ce stade, on pourrait se dire il faut que nos extensions se fassent sur l'offre de logement exclusivement, pratiquement. Après, il serait important effectivement aussi, à l'échelle du SCOT, de savoir si ces moins 50% seront aussi territorialisés sur le Pays de Ré ou pas, quoi. Et là, il faudrait être courageux, mais là, du coup, c'est plus les autres, c'est nous. C'est ça. Donc, en effet, cet objectif de 50%, il est il est intégré au SRADET. Et une fois que le SRADET l'a intégré, les SCOT et les PLU vont devoir aussi l'intégrer. Donc, on est à un jeu comme ça, l'État, le SRADET, PLU et SCOT. Ça va dans cet ordre-là. Mais il y a quand même des dates butoirs, puisqu'en 2027, si les PLU n'ont pas intégré cet objectif de réduction de moins 50%, il n'y aura plus le droit d'ouvrir les zones à urbaniser, qu'on soit sur une zone 1AU ou sur une zone 2AU. Donc l'épée de Damoclès, elle est quand même assez forte, puisque plus de zones à urbaniser, c'est-à-dire plus d'extension urbaine. Si on ne prend pas en compte cet objectif de 50%. Y compris la territorialisation éventuelle. Oui, alors après, je veux dire, le coût près, il n'est pas à 50%, il est au seuil qui aura été défini dans le cadre de SRADET, SCOT, PLU. Exactement. D'accord, ouf. Exactement, c'est ça. Oui, c'est bien ça. Mais moi, je trouve que c'est un peu inquiétant pour notre territoire, parce qu'en fait, on va loger les gens où? Oui, c'est un vrai problème. Parce qu'on a une très forte demande actuellement. Et il ne s'agirait pas non plus de créer des logements sans cadre. On a la chance de vivre quand même dans un territoire rural. Tout ça parce qu'on ne peut plus artificialiser. Donc on va... Ouais, je trouve que ça va être une équation pas facile. Hein. On n'est pas en train de trouver des solutions, mais on est en train de poser les difficultés qui sont nombreuses. Oui, Nathalie. En fait, il y a des réflexions qui peuvent être menées aussi sur la division des terrains. Il y a quand même pas mal de gens actuellement qui font de la division de terrain. On voit que sur les lotissements, les gens étaient plutôt sur des parcelles à 1500 m². Donc l'intérêt, c'est effectivement sur la définition de l'artificialisation. Parce que si on dit que l'artificialisation, ça touche la parcelle dans son entièreté, c'est-à-dire qu'une parcelle divisée par 4, ça fait 4 logements. Donc déjà, il y a quand même un potentiel là. Il y a les dents creuses et puis il y a aussi l'extension verticale qui, par contre, pose d'autres problèmes. Parce que quand on voit la présentation qu'on avait eue du CAUE, on a quand même aussi un patrimoine qu'il faut arriver à préserver. Donc on ne peut pas tout raser pour dire qu'à la place, on met 3 étages. C'est clair. Voilà, donc voilà la somme des contraintes dans lesquelles on est. Le champ de contraintes, il est assez considérable. Et ça sera à nous de trouver le bon chemin dans tout ça, ce qui ne va pas être simple. Céline, tu voulais prendre la parole. On est dans une région à zone économique qui est importante. Donc il y a plein de gens qui ont envie de venir se loger autour de Machecoul et sur Machecoul, quoi. Alors, si on tient un discours extrêmement raide là-dessus, l'intérêt général, c'est que les gens qui viennent habiter à Machecoul soient des gens qui travaillent à Machecoul autant que possible, puisque là, du coup, ça veut dire que ça fait moins de déplacements pour l'air, c'est bon pour la planète, c'est bon pour tout le monde. Ça voudrait dire qu'il ne faut pas qu'on accueille de retraités, par exemple. Alors qu'aujourd'hui, on a beaucoup de retraités de régions parisiennes ou de régions nantaises qui viennent s'installer sur le territoire. On ne va pas les chasser. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un conflit d'usage des logements, etc. Et les différences de pouvoir d'achat qui ne sont pas en faveur de ce qu'on voudrait pouvoir faire. C'est-à-dire qu'un salarié de chez MFC ou de chez CETI, il n'a pas un jeune salarié, il n'a pas de patrimoine, donc il est plus en difficulté pour acheter qu'un retraité parisien qui lui arrive et qui a vendu sa maison. Donc là, il y a une vraie tension et la solution n'est pas simple. Hein. Est-ce qu'on ne pourrait pas flécher des zones pour des zones, pas forcément tous les mettre ensemble, mais enfin je ne sais pas, mais pour des primo-accédants, flécher des terrains en disant voilà. Alors je pense qu'il faut qu'on explore toutes les possibilités juridiques qu'on aura pour se prémunir de ce risque-là, je suis d'accord. Aujourd'hui, moi sincèrement, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais en tout cas, il faudra qu'on examine quelles sont les possibilités qu'on a pour aller dans ce qu'on estime être le bon sens, si on est tous d'accord, mais je pense qu'on l'est tous, en disant il faut favoriser le logement sur place des gens qui travaillent sur place, quoi. Oui. Et là, ce qui me paraît important, moi, c'est aussi de voir comment ça fonctionne sur d'autres territoires qui ont une pression encore plus importante. Je pense à Bayonne, par exemple, Biarritz. À Bayonne, à Biarritz, enfin les zones côtières, Pays Basque, etc., se disent bien qu'ils ont un très très gros problème de ce côté-là. Hein, la Charente-Maritime, tous ces coins-là. Là, on est sur des zones touristiques. Nous, on est en rétro-littéral, donc la pression, elle n'est pas touristique chez nous. Elle est autour du développement de l'emploi.
et puis autour du fait qu'effectivement, les gens qui veulent venir passer leur retraite, entre guillemets, pour faire simple, sur la côte, ça devient très cher, donc ils viennent en zone rétro-littérale, et là, le conflit il est là. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en Pays Basque, ce sont les locaux, justement, les jeunes locaux, qui n'ont plus les moyens d'habiter sur place. Qui n'ont plus les moyens de s'installer parce qu'il y a une pression foncière extrême. Alors, un peu, comme Normandie ou Pornic. On est un peu dans cette situation-là. Et effectivement, c'est là qu'effectivement, il y a l'aspect juridique à explorer, parce qu'effectivement, il faut que les gens puissent quand même vivre. C'est aussi eux qui font le tissu de vie du territoire. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a des... Oui, moi, je voudrais juste rappeler, on a en tant que collectivité un grand rôle aussi pour le logement social, et c'est important. On a effectivement un bassin d'emploi, mais qui est quand même un bassin d'emploi avec des salaires très faibles. Tout à fait. Ça a été montré, c'est les familles monoparentales qui sont en demande. Elles ne sont pas forcément en demande d'accession à la propriété, mais de location également. Et ça, par contre, c'est pas toujours facile. Je ne sais pas comment on peut restreindre effectivement qu'il y ait cette cohérence, parce que le peu de logements sociaux qu'on a sont pris effectivement par des gens qui habitent pas ou qui travaillent pas sur Machecoul, qui viennent juste pour dormir. Donc là, on n'a pas la main sur l'attribution. Et je ne sais pas si des entreprises ont déjà aussi imaginé des choses pour... elles l'ont fait pour les crèches, par exemple, d'entreprises. Est-ce que pour le logement, ça a été... Autrefois, ça y était, les logements ouvriers, pour faire ce lien entre travail à salaire quand même. C'est pas la gloire, modeste, et accession à un logement à loyer modéré. On est d'accord. Je ne sais pas si on n'a pas la main, parce que on peut participer aux commissions d'attribution des logements. Sauf que jusqu'à présent, on n'y est pas, ou très peu, ou pas du tout, et depuis, je pense, assez longtemps. Alors, pas vraiment. En fait, les professionnels du CCAS participent donc à ces commissions, et je voulais juste reprendre par rapport à ce que tu disais, si la plupart des gens qui sont dans les logements sociaux ont un lien avec Machecoul. Effectivement, il y a les critères d'attribution, ce n'est pas la première critère, mais la plupart des personnes ont un ancrage sur le territoire. Après, le vrai souci du logement social n'est pas qui est dedans, mais le manque de logement social. On n'a pas assez de logements sociaux. Donc, les personnes qui y sont... En plus, on voit que le parc de logement social, il n'y a plus de rotation. En fait, avant, on avait cette image de l'ascenseur social. On commençait en logement social, on travaillait petit à petit, on avait les moyens, on pouvait acheter une maison. Or, aujourd'hui, on voit qu'il n'y a plus de rotation, que malheureusement, quand on commence dans le parcours logement social, on y reste. Et donc, les logements ne se libèrent pas. Donc, le souci, c'est créer d'autres logements sociaux et aussi, comme tu dis, avoir une autre option d'accession accessible pour les ménages à revenus modestes, pour les actifs. Et là, justement, il y a des leviers comme Action Logement qui peuvent aider les actifs au niveau des cautions, des garanties, pour faciliter le démarrage dans le parcours. Mais pour cela, il faut des logements. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque, c'est les petits logements, effectivement, les T3 et moins. Alors, Action Logement, c'est ce qu'on appelait auparavant le 1% logement, qui était le 1% de masse salariale qui était versé par les entreprises en faveur du logement. On a commencé à discuter avec l'organisme Action Logement, et certaines entreprises de Machecoul sont déjà présentes et sont actives dans Action Logement. Donc, on peut penser qu'on pourra s'appuyer sur Action Logement dans ce cadre-là. Alors, dans ce domaine-là, je trouve qu'on ne quitte pas l'aspect territorial du sujet, parce que, bon, à Machecoul, il n'y a peut-être pas assez de logements sociaux, mais on en a, mais nos petits camarades autour, je pense qu'ils font beaucoup moins que nous, donc on reste vraiment dans l'aspect global territoire. C'est vrai. Okay. Après sur le logement social, c'est vraiment là où on a le plus la main, à vrai dire. À la limite, c'est la question la moins compliquée à résoudre, dans le sens où, dans le PLU, il suffit de dire qu'à partir de 5 logements, il faut au moins 30% de logement social, et du coup, on va produire du logement. Et finalement, c'est là où c'est le plus simple d'agir, contrairement à l'accession à la propriété, où effectivement, les dispositifs existent, mais sont plus difficiles à mettre en œuvre. Et puis après, c'est vrai que quand on est dans de l'acquisition-cession, on n'a pas le contrôle sur qui achète, quoi. Après, sur l'accession sociale, il y a aussi des possibilités de le faire. Il y a des outils qui sera mis en œuvre sur l'école Notre-Dame, par exemple. Après, effectivement, l'idée, c'est que dans les futurs projets, on soit vraiment sur une offre diversifiée à chaque fois, où on en est un peu pour tout le monde, quoi. Tout à fait. Merci. On continue alors.
Pour continuer, ce que je vous ai proposé, c'est un rapide quiz justement sur la densité. Alors, il y a déjà eu quelques réponses qui ont été faites. La densification engendre une réduction significative. Pour voir comment la densité, qu'est-ce que c'est la densité et comment ça peut s'appliquer sur le territoire. Tout à l'heure, quelqu'un a dit il faut faire attention à la densité, ça peut nuire au cadre de vie. L'un des enjeux du PLU, c'est de concilier cadre de vie et densité. Donc, est-ce que la densification engendre une réduction significative des surfaces de jardin? Oui, on a plutôt tendance à répondre. On a plutôt tendance à dire faux, mais en fait, il faut aussi voir l'exemple que vous avez ici, c'est quel est l'usage qu'on fait de son jardin. Est-ce qu'on a un jardin et on fait seulement que tondre la pelouse, ou est-ce qu'on a un jardin intime qu'on peut vraiment habiter? Et vous voyez ici, vous avez deux parcelles, l'une avec une maison qui est plutôt à l'avant et l'une avec une maison qui est plutôt au milieu, voire sur les exemples que vous avez ici qui est complètement à l'arrière. Elles vont avoir des jardins, entre guillemets, habitables qui n'ont pas les mêmes superficies. Donc on voit que le positionnement des habitations, ça va jouer aussi sur la taille des jardins. Et puis aussi un sujet que vous avez dit, il en faut un peu pour tout le monde. Si vous produisez des petits logements, vous pouvez très bien faire sur une parcelle du petit logement, voire même un petit collectif, ce qui va vous laisser aussi après une diversification de votre offre avec des parcelles qui peuvent être assez grandes. Donc si vous diversifiez votre offre de logement, vous pouvez aussi avoir des grands jardins. La densification d'une opération de logement permet de faire des économies d'échelle sur l'investissement en desserte par la voirie et les réseaux. Oui, en effet. Si sur 10 mètres, vous mettez 20 maisons plutôt que de 10, eh bien, vous faites une voirie qui est moins longue et des réseaux qui sont moins longs. Les habitants sont venus sur ma commune pour avoir un grand terrain. On entend ça souvent, c'est vrai. C'était avant. C'est faux. Donc, en effet, c'est faux. Et j'ai appris cette étude qui a été faite par Laurent, donc l'agence d'urbanisme de la région nantaise, qui est très intéressante, où on voit les demandes qui ont été faites. Donc, le cercle intérieur, ce sont les annonces qui ont été faites. Voilà, les offres. C'est sur Ouest Francie IMO. Et le cercle extérieur, c'est les recherches. Et on voit que les T2 et les T3, c'est plus de 44% des recherches, alors qu'elles constituent moins de 10% des offres. Et je vais juste dire, là, parce que là, vous parlez de surface de terrain dans le titre, et là, vous parlez de surface de logement, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Oui. Mais, okay. Et puis, pareil, sur les T4, les annonces, ça représente 41% de l'offre, alors que les demandes ne sont que de 41%. Donc on voit qu'en effet, il y a une forte demande des petits logements sur votre commune. C'est surtout sur le T5 qu'il y a un écart énorme. C'est 15% de la demande pour 42% de l'offre. Là, c'est fou, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait pratiquement diviser tous les T5 pour en faire un T2 et un T3. Ouais. Et en fait, cet écart-là des T5 et plus, ça correspond surtout au tissu pavillonnaire que vous avez construit à partir des années 70, bien sûr, ouais. Qui aujourd'hui est en vente parce que les personnes partent en maison de retraite. Et du coup, vous avez cette offre d'habitat qui est importante sur votre commune. Alors que vous êtes une commune pôle qui va attirer, comme vous l'avez dit, des jeunes retraités, des jeunes couples qui ont un premier emploi et qui ne cherchent pas forcément tout de suite à avoir un T5. Parce que vous avez commerce, service, tout à proximité. Après, je repense à ce que disait Valérie Joussaume l'autre fois sur les maisons pavillonnaires, du coup, où finalement, demain, les gens qui voudront beaucoup de terrain seront ceux qui iront vers les zones pavillonnaires des années 70, où l'habitat n'est pas forcément de qualité, mais par contre, ils achèteront pour avoir un grand terrain, puisque du coup, et puis à charge à eux ensuite de réhabiliter le logement, mais que finalement, l'offre nouvelle doit se concentrer sur une offre beaucoup plus dense, justement pour permettre aussi aux gens de sortir de ces T5 quand c'est plus adapté. Je pense qu'on le constate déjà, on voit effectivement dans les lotissements des années 70, on voit des maisons qui étaient des maisons qui n'avaient aucune qualité thermique, qui étaient quand même assez dégradées, puis architecturalement, bon, on peut discuter, peu importe, qui sont rachetées par des jeunes couples, qui ont un peu le moyen quand même, parce que ça c'est pas donné, et qui effectivement les réhabilitent sur le plan thermique, sur le plan de l'architecture, etc., qui en font des logements de bonne qualité. On a un certain nombre de cas, je pense, dans les lotissements des années 70, autour des HLM, etc., enfin, ce qu'on appelle les HLM, les trois tours machecoulaises. On voit quand même des maisons qui se rénovent et qui s'améliorent grandement, quoi.
Donc ce mouvement-là est entamé, je pense. Ouais. En effet, peut-être que sur votre commune, il faut arrêter de produire des grands logements pour rééquilibrer. Oui, c'est tout à fait clair. Ouais. L'idée d'arrêter de produire des grands logements permettra de rééquilibrer l'offre et la demande. Sans foncier, donc sans extension urbaine, ma commune ne peut pas se développer. On va dire que c'est faux. Évidemment. On s'en doutait un peu. Donc en fait, tout l'enjeu de cette question-là, elle tient en fait dans le mot « se développer ». Qu'est-ce qu'on entend par « se développer » ? Est-ce que se développer, c'est construire forcément des nouveaux lotissements ou c'est accueillir de la nouvelle population ? Et en fait, vous pouvez construire sans consommer de terres agricoles et naturelles, par le renouvellement urbain, par la mutation du bâti, par la reconquête des logements vacants. Alors, sur votre commune, vous avez quand même assez peu de logements vacants. Et aussi sur la division parcellaire d'unités foncières déjà bâties. Alors, si vous avez peu de logements vacants sur votre commune, le phénomène de division parcellaire, par contre, c'est quelque chose que vous observez sur votre commune. Donc ici, vous avez un exemple d'une maison qui a été bâtie dans un jardin. Donc là, on a ce qu'on appelle le phénomène BIMBY, que vous avez déjà entendu parler, le fait d'avoir un grand terrain, de le diviser et de pouvoir mettre en vente un lot à bâtir. Ça peut être un lot, ou 2 lots, ou 3 lots. J'ai même vu sur votre territoire jusqu'à 4 lots à bâtir sur une unité foncière initiale. Ce qui serait intéressant de faire aussi, c'est de regarder là où on a des... Parce qu'en fait, parfois, on a des fonds bâtis, mais en fait, pour qu'on ait une urbanisation cohérente, il faudrait que plusieurs propriétaires se mettent ensemble pour proposer une offre cohérente en fonds de parcelles. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on pourra... Enfin, là, on est vraiment dans un travail de dentelle, mais n'empêche qu'aujourd'hui, on va être là-dessus, sur comment inciter aussi les propriétaires à travailler entre eux pour pouvoir justement offrir des divisions parcellaires qui soient cohérentes et pas une maison à chaque fois derrière les autres, avec un passage, où du coup, on n'optimise pas du tout le foncier, quoi. Et pour compléter aussi, ces divisions foncières qui sont faites au coup par coup, en termes de cadre de vie, c'est pas forcément l'idéal parce que la personne, elle fait comme elle peut avec le bout de jardin qui lui reste, elle va pas penser au vis-à-vis avec le voisin, les ombres portées, etc. Donc faire des orientations d'aménagement et de programmation, donc des schémas qui vont expliquer comment on densifie des arrières de jardin de plusieurs propriétaires, ça permet de concilier densification et cadre de vie. Et c'est un travail qu'on aura à faire dans le PLU. Autre exemple aussi, alors, qui me permet de produire du logement sans consommer, c'est de faire évoluer des bâtiments existants. Alors, notamment les anciens bâtiments agricoles de type grange qui peuvent évoluer vers du logement. Celle-là n'est pas très représentative de nos granges locales. Hein, non, d'accord. Ici, on la est brique, dans les granges en briques, on n'en voit pas beaucoup dans le coin, mais on voit bien le principe. Et pour terminer, j'ai mis quelques exemples de votre territoire de densité qu'on peut observer. Donc ici, vous avez un lotissement récent. On est à 22,5 logements par hectare. Il y a environ 36 logements. C'est l'espérance, là. Donc c'est vraiment très récent. Vous avez des lots libres qui vont de 300 m² à 500 m². Mais pour obtenir une densité de entre 22 et 23 logements par hectare, vous avez aussi des logements que je suppose sociaux, qui sont ici mitoyens et qui permettent de faire augmenter la densité. Donc là, on voit qu'en mixant les formes urbaines, ça vous permet d'avoir une diversité de logements qui est très intéressante. Et puis, si on compare, donc ça, c'est ce que vous faites actuellement. Volontairement, je ne vous ai pas mis les exemples des lotissements passés avec des grandes parcelles, parce que pour moi, ce n'est pas l'exemple qui est à suivre. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce qui a été fait précédemment, avant ces années 70 où on a vu que la carte s'est emballée, quelle forme urbaine on produisait. Là, on est dans le bourg. On a une densité de 18 logements. On a une densité presque de 20 logements par hectare, pardon. C'est pipé, ouais. Et on voit que même ici, on continue à avoir des grands jardins. Mais vous voyez que l'implantation des maisons à l'alignement, ça permet d'avoir des grands jardins à l'arrière, ce qu'on appelle, entre guillemets, nous, ce qu'on appelle en tout cas les jardins habitables, et pas les jardins d'ornement.
Et puis ici, je vous ai mis un exemple d'une opération qui n'est pas sur votre territoire, mais qui est à l'extérieur du territoire, qui n'est pas très loin d'ici, puisque c'est la commune de Saint-Georges-de-Montaigu, dans le nord de la Vendée. Vous voyez ici le périmètre blanc, on le retrouve ici sur la parcelle. Donc ici, on a une opération, on n'a même pas compté les logements, parce que l'idée ici, ce n'est pas forcément la densité, c'est aussi les formes urbaines qu'on présente. Et volontairement, je ne vous avais pas mis la densité à l'hectare, parce que la densité à l'hectare, c'est un chiffre, c'est un outil, mais il faut aussi réfléchir aux formes urbaines que vous allez offrir, au cadre de vie que vous allez offrir. Et sur cette opération-là, donc il y a eu de la densification d'espaces non bâtis, il y a aussi de la démolition de bâtiments qui n'étaient plus qualitatifs dans le centre-bourg, et on a recréé des formes urbaines qui ressemblent à ce qu'on va observer dans le tissu urbain très ancien. Donc là, c'est vraiment une opération qui est très intéressante. On est sur de la dentelle, sur de la densification au mètre carré près, et on reprend les formes urbaines anciennes. Et là, pareil, vous êtes sur de la densification et vous produisez beaucoup de logements en densification. Okay. Exemple à suivre alors dans votre message là. Pour moi, en effet, c'est une très belle opération. C'est une très belle opération. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur ces exemples de densification ? Ça génère en tout cas des discussions en 2 à 2. Est-ce que vous avez des questions à poser sur la table ou par rapport à cette présentation ? Mets ton micro, Yves. On te disait de mettre ton micro, Yves, si tu voulais prendre la parole. Non, c'est ce qu'on est allé visiter. À Treillères et oui, à la montagne, c'est ça, non ? Et c'était Treillères. Le pèlerin. Le pèlerin. À Treillères. Parce qu'on avait vu le... Ok. La consommation d'espace, ça fait, je me rappelle, en 2007, on en parlait déjà. Quand on avait fait le PLU, et déjà on disait qu'il y avait un département, la valeur d'un département tous les 10 ans qui disparaissait. Donc déjà en 2007, hein, il y a eu des années. En fait, la réalité, on la connaît depuis longtemps, mais il n'y avait pas de contrainte, si bien que de construire à l'extérieur en extension, ça coûtait moins cher qu'effectivement de dépolluer une zone dans Creuse, là, une ancienne zone industrielle, friche industrielle, etc. Et même les industriels, les industries, elles partaient ailleurs s'agrandir et elles laissaient en état. Donc c'est vrai qu'il faut quand même inverser les coûts, mais il faut protéger les gens qui ont des revenus faibles. On a des exemples quand même frappants. Je pense que vous passez tous à freiner régulièrement. Je pense que la laiterie Colarena, ça doit faire à peu près 25 ans qu'elle est plus utilisée et qu'il y a une espèce de ruine industrielle dans le milieu du bourg. Ça, et nous, avec Chanias, c'est un peu moins vieux, donc voilà. Mais on voit bien que jusqu'à présent, on préférait laisser les choses en l'état puisqu'il n'y avait pas de contrainte. Et effectivement, la contrainte, ça oblige à être un peu plus créatif. Ça coûte cher, parfois, mais ça oblige à se saisir des sujets et puis à les traiter vraiment, quoi. Après, ça coûte cher, ça influe surtout sur le prix du foncier, en fait. C'est que pour les propriétaires fonciers, il faut se mettre aussi dans l'idée que si on a une friche qui finalement est à déconstruire, à dépolluer, etc., ça veut dire que la valeur du terrain, finalement, elle n'est pas élevée du tout, quoi. Et ça, c'est des changements de mentalité aussi à avoir, se dire, on peut aussi jouer sur le prix du foncier. C'est la marge de manœuvre de départ, en fait. Tout à fait. Donc, par contre, c'est vrai que pour le propriétaire foncier, du coup, c'est... Les vendeurs ne sont pas toujours prêts à entendre ce discours-là. Voilà. On va dire ça comme ça. C'est difficile à entendre. Oui, Elisabeth. Justement, dans le PLU, on peut pas jouer... Mettez en face le micro. Pardon. Justement, dans le PLU, est-ce qu'on peut jouer sur ces friches industrielles? Est-ce qu'on peut inciter les propriétaires à dépolluer? En fait, on va jouer sur les règles qu'on va mettre. Ça veut dire que, par exemple, je prends l'exemple du site Chanias. Si on dit sur le site Chanias, il faut faire 30 ou 40% de logement social, il faut dépolluer, et puis il faut garder une certaine qualité paysagère, ça veut dire que les aménageurs vont faire leur bilan financier, leur rétro, comment on appelle ça, je ne sais plus, bilan financier, et du coup, leur marge de manœuvre, ça veut dire, nous, s'il y a toutes ces contraintes-là,
On peut urbaniser, mais du coup, le coût du foncier, il va être... faut acheter moins cher. Faut acheter moins cher, sinon on n'arrive pas à boucler l'opération, en fait. Mais dans le cadre du PLU, on a le moyen d'apporter une contrainte de cette nature-là. Enfin, puis on peut faire des OAP qui aussi vont être contraignantes, opérations d'aménagement programmé. Et de programmation. Et de programmation, pardon. Bon, je n'ai pas encore tous les acronymes, mais en tout cas, le PLU donne vraiment les moyens d'agir sur les zones qu'on veut favoriser, et y compris sur le taux de logement social et sur la qualité architecturale qu'on en attend. Ouais. On aura vraiment des outils au travers du PLU. C'est pour ça que c'est urgent. Et notre PLU aujourd'hui, qui est beaucoup trop ancien et pas du tout contraignant, enfin pas suffisamment contraignant sur tout ce terrain, nous empêche aujourd'hui d'avancer, en clair. La densification, c'est bien et pas bien. On a quelques villages, je donnerai les noms, hein. Il y a la Bourrière, la Chagnerie, où certains ont divisé, et puis on a quand même quelques problèmes de voisinage assez intéressants, et problèmes d'écoulement des eaux et d'assainissement et tout. Il y a quand même un peu d'ordre à mettre. Il y a un peu d'ordre à mettre en même temps aussi dans tout ça. Et la densification, c'est bien si c'est bien fait, quoi, en fait. Mais voilà. Mais le PLU doit permettre que ce soit bien fait autant que possible, quoi. Ouais. C'est ça, mais du coup, ça demande un travail. Sur le PLU de 2007, on est vraiment sur des règles générales, etc. Donc ça veut dire que là, il faut vraiment qu'on travaille sur... c'est vraiment de la dentelle sur tel secteur. Voilà comment on envisage les écoulements d'eau pluviale. Donc voilà, c'est un travail plus important, mais qui va être plus fin, quoi. On a vu que la notion patrimoniale devait rentrer en ligne de compte, donc il y a du boulot. Oui, on y est attaché, on a quelques belles pierres qu'on a envie de conserver, d'entretenir et de préserver absolument. Donc tout ça, c'est vraiment un champ de contraintes qui est énorme, mais c'est aussi ce qui oblige des fois parfois à être créatif et à faire preuve d'imagination. Juste pour revenir, pour le PLU, il va fixer des règles. Ensuite, le propriétaire, ces règles-là ne s'appliquent que s'il bâtit. Moi, je dis souvent, le PLU, il fixe les règles du jeu. Si le propriétaire, il ne veut pas jouer, il ne peut ne pas jouer. Mais c'est vous, par contre, vous allez vous dire, voilà, si vous jouez, vous devez respecter telle et telle règle. D'accord. Et puis aussi, c'est une illustration intéressante. Un autre point, c'est au niveau de la consommation foncière. Vous disiez que depuis 2007, on en parle. En effet, la consommation foncière, tout le monde est d'accord pour dire que que les autres consomment trop. Que les autres consomment trop, qu'on a trop consommé, que si on continue à trop consommer, on va dans le mur. Mais personne ne le fait réellement sur son territoire parce que les contraintes pour limiter la consommation foncière, elles sont extrêmement fortes. Et surtout, elles demandent de repenser comment on voyait le développement de notre territoire. Aujourd'hui, si vous demandez à un élu comment il s'est développé, il va vous dire « j'ai construit un lotissement ». En fait, il faut changer de paradigme. Et la loi climat et résilience, qui est sortie en 2021, je pense que c'est vraiment une loi pivot, parce qu'elle dit maintenant, notre objectif, c'est zéro artificialisation nette, c'est affiché dans la loi, et c'est vraiment un grand changement en termes d'urbanisme au niveau de la consommation foncière. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est aujourd'hui la deuxième réunion sur le PLU, et on l'a fait sur ce sujet-là précisément. On pourrait se dire que notre retard dans la révision du PLU, de la même manière que l'échec du projet Grand Ré sur la Boucardière, fait qu'on a raté, peut-être par chance, on a raté les extensions urbaines sous forme de lotissement, on a raté le commerce périurbain, etc., parce que sans doute on s'y est pris un peu trop tard. Et peut-être que c'est une chance, parce que ça va nous obliger à repenser tout ça de manière plus moderne, entre guillemets, de manière plus créative. Et c'est peut-être une opportunité pour qu'on fasse deux jolis bourgs et qu'on fasse une belle ville. Pardon, je ne voulais pas plomber l'ambiance. Hein. Juste dans la densification, là, moi, ce que j'ai trouvé intéressant quand on a fait les visites et que je me rends compte aussi au quotidien, c'est important d'avoir des zones de densification, mais à partir de cette zone de densification, c'est important d'avoir un cheminement vers des zones ouvertes, de promenade. Voilà, donc ceux-là, il faut aussi les soigner. Oui. On peut dire que dans les villes, il y a des jardins publics et les gens ont des appartements. Nous, on a des jardins individuels. Et peut-être qu'il faut aller de plus en plus vers des jardins publics, des espaces verts publics, de manière à ce que ce soit vivable de vivre dans un habitat plus dense, quoi. Ouais.
ce que j'entendais également dans ce que disait Valérie, c'est les cheminements doux, c'est-à-dire prévoir à l'avance, parce que la densification va de pair avec, on ne peut plus tout faire en voiture, on ne veut plus faire en voiture, et donc on prévoit dès le début des cheminements doux qui ne sont pas seulement jolis, mais aussi me permettent d'aller du point A à point B rapidement, efficacement, garer mon vélo pour qu'on délaisse un petit peu la voiture. Parce que là, je me rends compte autour, à partir du cimetière, là, on rentre dans la zone vers l'hippodrome, là, tout ça, et c'est vraiment un endroit de promenade et d'ouverture, alors que là, on est dans une zone un peu dense. Et pareil, on avait visité, c'était autour d'un parc sportif, et là, on se rend bien compte, c'est aussi une zone voilà, où on va prendre l'air, et c'est important d'avoir ces accès. Je continue à réagir parce que c'est vrai que ce débat-là, je trouve, est intéressant. Le modèle du développement avec le lotissement qui a démarré dans les années 60-70, c'est avec la démocratisation de la voiture. Et là, ça n'a fait que croître et embellir avec des guillemets jusqu'à maintenant. On voit bien que maintenant, le modèle de la voiture individuelle en propriété, il est en train de s'effondrer parce qu'il est plus tenable. Et c'est vrai que ce changement, cette densification, ça va avec moins de voitures, plus de vélos, plus de déplacements doux. Tout ce cheminement-là. Mais on a toujours des gens qui habitent dans les écarts et qui peuvent pas venir à pied ni à vélo. Enfin bon. Mais en tout cas, ce mouvement-là, il s'accompagne. La réduction des surfaces de terrain, la fin du lotissement des années 70, ça va aussi avec un abandon relatif de l'usage de la voiture pour des moyens de transport moins consommateurs d'énergie et d'espace, quoi. Et aujourd'hui, le problème numéro 1 dans Machecoul, c'est le parking. Voilà, c'est peut-être pas aussi flagrant que ça saute peut-être pas autant aux yeux que ça. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, les salariés de MFC se garent sur le parc de la Rabine parce qu'il n'y a plus assez de places de parking sur la zone industrielle. La difficulté qu'on va avoir là, c'est qu'on est un peu entre deux, quoi. C'est qu'on n'est à la fois pas encore dans un monde où la voiture n'existe plus et loin de là, et malgré tout, on veut tendre vers ça, mais les gens ont leur voiture. Donc voilà, il va falloir qu'on... On est dans une période de transition, mais moi, depuis que je suis né, j'ai l'impression qu'on est dans des périodes de transition tout le temps. On est toujours en transition. Ok, il y a d'autres questions ou observations sur cette... Oui, bien sûr, ouais, il faut envisager des solutions. Alors, la ligne de bus dans Machecoul, je pense que ce n'est pas tout de suite, mais il y a peut-être des moyens différents de faire du transport collectif qui soit moins consommateur d'espace. Oui, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à ça. Ça fait partie de l'ensemble du package, j'allais dire. Dans les grandes villes, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de voiture. Oui. Mais ils sortent de chez eux, il y a le bus, oui. Et puis il marche plus que nous. Hein. Ouais. Ok. C'était terminé pour vous. C'est terminé pour vous? Oui. Bon, parfait. Est-ce qu'on continue à débattre ou est-ce que tout le monde s'est exprimé? Du coup, sur les Voilà. Je pense que c'était ce que... Céline, à toi. Non, c'était ça. En fait, c'était après comment est-ce que... Là, on va... Micro. Là, on est sur une approche assez générale. Ensuite, au prochain COPIL PLU, on va commencer à rentrer dans le diagnostic foncier peut-être plus précis. Du coup, je vais vous laisser la main là sur ce... Donc là, je vous ai présenté un peu la consommation foncière. On a vu un peu des exemples de ce qu'on appelle renouvellement urbain, construire à l'intérieur du tissu bâti. Et la prochaine réunion, les 2 prochaines réunions, on va justement regarder les terrains qui pourraient muter dans le futur et se poser la question, oui ou non, est-ce qu'on les laisse muter? Et est-ce que c'est des terrains qui nécessitent une intention particulière? Dans ce cas-là, on prévoira des OAP. La prochaine étape, c'est de regarder votre tissu urbain existant. On ne va pas du tout réfléchir aux extensions urbaines. On réfléchit vraiment à l'intérieur du tissu urbain existant et on se questionne. Ici, ce quartier-là, oui, en effet, là, on a un site potentiel de renouvellement urbain. Ici, on a une grande parcelle qui pourrait se diviser. Et puis, on va aussi se dire que le voisin pourrait faire la même chose. Et du coup, il faut peut-être prévoir une OAP pour encadrer tout ça. On va, entre guillemets, très simplement, compter le nombre de logements potentiels dans votre tissu urbain. Sur la méthode, quand est-ce qu'on prend en compte la trame verte et bleue? Parce qu'en fait, je me dis, on peut se dire effectivement qu'on regarde quelles sont les unités foncières mobilisables, mais sauf que si on n'a pas une vision de notre trame verte et notamment de nos continuités écologiques dans le cœur de ville, ça veut dire que aussi on va peut-être pouvoir se dire on urbanisera, alors que demain, si on commence à faire des investigations, on se rendra compte que c'est pas possible. Donc
est-ce qu'il ne faut pas prendre aussi en compte cette trame verte et bleue en amont pour se dire, ça, de toute façon, c'est nos contraintes sur lesquelles on ne peut pas toucher, et donc on va aller chercher les terrains densifiables ailleurs, quoi. Dans un premier temps, on va regarder tous les terrains, on va les questionner, et ensuite, il y aura des prospections écologiques qui seront faites sur les terrains principaux. Donc, les prospections écologiques seront faites après. D'une manière, on aura également la contrainte hydraulique qu'on a déjà vue sur certaines zones identifiées où il faudra qu'on soit extrêmement vigilant. Donc voilà. Ça... Il me semble qu'on a, si on fait la somme de tout ce qu'on a en tête, les uns et les autres en matière de zones à protéger, de problématiques hydrauliques, on a tous, si on fait la somme de notre connaissance du territoire, je pense qu'on connaît parfaitement notre territoire. Donc effectivement, c'est quand on va commencer à s'intéresser à des zones, à des parcelles, qu'il y en a un qui va dire, oui, mais attends, là, il y a ça. Et ce travail-là, il faut que ce soit un travail collectif, absolument, parce que c'est là où on va pouvoir faire ressortir, attends, non, il faut débuser le fossé qui descend de la Boucardière, il faut, etc. Et ça, aujourd'hui, tout le monde en a des bouts en tête, mais ça n'a pas été formalisé, donc on n'a pas forcément la même image de ce qu'il faut faire. Et c'est là où c'est le travail collectif qui, je pense, doit permettre d'aboutir. Chacun va porter ses idées. Il faut qu'on aboutisse à un consensus autour de où est-ce qu'on préserve effectivement les trames bleues, les trames vertes. Je ne parle pas des trames noires. On dit pas trames noires, on dit quoi? On dit, je sais plus. Peu importe. Enfin, toutes ces contraintes autour de l'environnement qu'on souhaite entrer en ville, enfin qu'on souhaite préserver, en tout cas dans les centres urbains. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, Valérie. Si, moi je pense à un point important. Il y a effectivement, on en a parlé, il y a des zones qui étaient urbanisables qui maintenant sont sorties avec les 6 ans. On a quand même, qui sont encore des champs parcellaires qui appartiennent à des propriétaires très différents, très variés. Il peut y avoir une vingtaine de propriétaires à un même endroit. Ils sont tous en attente de savoir si ça va être urbanisable ou pas. Effectivement, c'est peut-être une chose qui les retient de les vendre à des industries maraîchères qui effectivement font une pression et achètent très fort, à prix très fort, les terrains actuellement. Et comment nous, on revient un peu au projet qu'on avait aussi, favoriser une agriculture plus traditionnelle, moins industrielle, en donnant un autre avenir à ces parcelles où on a des propriétaires privés qui sont dans l'attente. Là, du coup, c'est pas tellement une question de PLU parce qu'en fait, on est toujours sur du zonage à vocation agricole et c'est un peu la difficulté et c'est le travail qu'on doit mener, que Françoise a bien en tête sur la gestion du foncier agricole. On a des outils malgré tout qui sont, semble-t-il, assez limités quand même là-dessus. On est sur en fait, à partir du moment où on a une zone à vocation agricole, que ce soit des maraîchers, de l'agriculture autre en fait qui s'installe, on n'a pas trop la main là-dessus en fait. Donc après, là, on est en train de creuser plutôt la question de la qualité de la nappe, puisque du coup, nous, l'intérêt collectif en premier lieu, c'est effectivement s'appuyer sur garantir la qualité de la nappe. Après, sur le reste, on cherche. Pour compléter là-dessus, on voit bien qu'aujourd'hui, un des moyens de préserver les haies, la qualité des paysages et la qualité de l'eau de la nappe, c'est de favoriser, de continuer à garder de l'élevage extensif, du bovin essentiellement, mais pourquoi pas d'autres. Et donc il y a des projets qui tournent autour de ça. Alors parmi les questions que ça pose, les éleveurs nous disent, nous on peut survivre si on fait de la méthanisation. Je ne vais pas ouvrir le dossier maintenant, mais on voit bien que là aussi il y a des paradoxes dans tous les sens. Il y a aussi le projet AALVI qui est un projet qui favoriserait le maintien de l'élevage extensif avec le respect de la qualité de vie animale. Tout est dans tout et respectivement, comme dit l'autre, et réciproquement, pardon. Et il faut qu'on arrive à maintenir tout ça dans un bon niveau de cohérence. C'est pas simple, hein, on est d'accord. Et c'est vrai que dans le monde agricole, on a assez peu de pouvoir d'action. On peut encourager, favoriser ce qui nous paraît vertueux ou pas, mais on peut guère aller au-delà de ça. Voilà.
Donc, je pense qu'on va réfléchir à des outils fonciers par rapport à ta question, Valérie. Et c'est vrai que parmi les outils, il y a des outils qui sont possibles de préservation, mais c'est une démarche volontaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des démarches qui sont volontaires, mais pas réglementaires. Donc, c'est là où ça serait peut-être important d'informer, de communiquer, parce qu'effectivement, des propriétaires peuvent faire des démarches volontaires. Et je pense que c'est un outil qui est intéressant, mais nous n'avons pas la main. Juste la main de l'information et de la communication. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interrogations, observations? Non? Très bien, on va mettre fin à la réunion. Merci à tous de votre participation. Je pense qu'on peut tous apprécier de pouvoir bosser comme ça, on discute de manière ouverte. Chacun peut apporter son point de vue et son idée. Et je pense que c'est un bon moyen de travailler, faire appel à l'intelligence collective. Et on va essayer de continuer dans cette voie. Prochaine réunion PLU, alors c'est quand? C'est Copil par contre. La prochaine c'est... Prochaine réunion PLU. Bon. 19 janvier en Copil. 19 janvier, 9h30 en comité de pilotage. Et ce qui a été dit lors du dernier comité de pilotage, c'est effectivement qu'il y a un point d'information régulier en conseil municipal de l'avancement des travaux. Ok, ça marche. Merci à tous. Bonne journée, bonne fête de fin d'année à ceux qu'on ne reverra pas.